Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. Когда веселее живется, работа стоит. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. Deux noms dans l'histoire résonnent comme des forces capables de remodeler non seulement des nations, mais l'âme humaine elle-même. Certains disent que l'histoire les a subis, mais la vérité est la plus profonde. Ils ont façonné l'ordre social, politique et culturel à une échelle qui dépasse l'entendement quotidien. Ce que vous allez voir dans cette vidéo n'est pas qu'un simple récit ou une liste de faits. Je vous laisse avec les youtubeurs spécialisés dans cela. C'est une plongée dans l'impact total de ces hommes sur la société humaine, sur la manière dont nous pensons, interagissons et construisons nos systèmes. On peut explorer comment leurs actions et leurs visions ont réorganisé la perception humaine, les structures étatiques, les relations internationales, la morale et même la manière d'appréhender le monde et l'avenir. Nous allons aussi analyser leurs influences selon les 10 dimensions existentielles, 10 angles qui vous permettront de comprendre pourquoi ces deux figures sont bien plus que des noms dans les livres d'histoire. D'abord, socialement, comment leurs décisions ont remodelé les relations humaines, imposé de nouvelles hiérarchies et redéfini les comportements collectifs. Ensuite, étatiquement, comment ils ont transformé l'organisation politique et la centralisation du pouvoir pour imposer leur vision sur des millions de vies. Comment leurs idéologies ont manipulé et bouleversé des identités, créant des fractures profondes au sein des sociétés. Sécuritairement, comment la peur, le contrôle, la surveillance ont recalibré la manière dont les individus interagissent et se comportent. Diplomatiquement, comment leurs choix ont redessiné les alliances, les conflits et la géopolitique mondiale, dont les répercussions se font sentir encore aujourd'hui. Ontologiquement et philosophiquement, comment leurs visions ont interrogé la nature humaine, la morale et la signification même de l'existence dans un monde soumis à l'idéologie et au pouvoir absolu. Littéralement et artistiquement, comment leurs actions et leurs images ont influencé la culture, l'art, la littérature et même l'imaginaire collectif, façonnant notre manière de raconter l'histoire. Politiquement, comment ils ont redéfini le pouvoir, l'obéissance et la légitimité, créant des modèles de domination qui continuent de résonner dans le présent. Et enfin, cosmiquement, comment leurs décisions et leurs visions ont eu des effets si vastes qu'elles semblent dépasser la simple chronologie humaine, laissant une empreinte quasi universelle sur la mémoire et la trajectoire de l'humanité. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer chaque dimension, explorer chaque conséquence et tenter de comprendre ce que leur vie, leurs choix et leurs crimes nous apprennent sur la nature humaine, la société et l'histoire. Préparez-vous à voir le monde à travers le prisme de l'impact de ces deux hommes, à comprendre pourquoi leurs actions continuent de nous influencer, pourquoi elles continuent de peser sur la conscience collective et comment elles résonnent dans chaque décision sociale, politique et culturelle que nous prenons encore aujourd'hui. Cette vidéo est donc un voyage dans la manière dont le pouvoir, l'idéologie et la vision individuelle peuvent transformer non seulement des nations, mais la structure même de l'humanité. Donc laissez-moi vous présenter à quel point Staline et Hitler ont impacté le monde. Hitler, dès Mein Kampf, te dit qu'il sait à peine faire la différence entre un socialiste et un social-démocrate, qu'il ne sait pas ce que c'est en fait. Et donc, il n'y a absolument rien de socialiste dans le parti. Simplement, il y a une espèce de captation, de tentative de captation par Hitler d'abord et par le parti ensuite de la question de la collectivité et de la solidarité. Voilà, c'est à peu près tout. Pour le reste, c'est un parti qui est d'extrême droite et réactionnaire. Sous Hitler, l'Allemagne est passée d'un État démocratique fragile à un laboratoire social où l'endoctrinement et la peur définissaient chaque interaction. Les communautés locales, les écoles, les familles et même les cercles amicaux ont été transformés en mécanismes de contrôle social où le moindre écart de pensée pouvait devenir un acte de trahison. La propagande ne se limitait pas à l'affichage public et aux journaux. Elle pénétrait dans chaque foyer, chaque discussion de salon et chaque individu était invité à devenir un agent involontaire de la diffusion de l'idéologie. Le culte du chef, cette adoration quasi religieuse, a converti le quotidien en théâtre où chacun jouait un rôle, consciemment ou non, dans la construction d'une société homogène selon les critères raciaux et idéologiques définis par Hitler. La peur n'était pas seulement une punition, elle était la norme. L'obéissance n'était pas juste un devoir légal, elle était inscrite dans l'âme collective, comme si la société entière respirait à l'unisson avec la terreur. Staline en revanche a imposé une transformation sociale d'une autre nature, mais tout aussi totale. Là où Hitler
Hitler agit par la peur spectaculaire et la mise en scène, Staline agit par le contrôle diffus, permanent et omniprésent. L'URSS a été reconfiguré en espace où chaque individu devenait une cellule d'observation, un maillon d'un vaste réseau de surveillance et de loyauté. Le contrôle social était invisible mais omniprésent. Écoles, lieux de travail, clubs sociaux, comités locaux, tout servait à endoctriner et à surveiller. L'individu n'était plus libre de ses paroles, car chaque manifestation pouvait être interprétée comme une déviation idéologique. La société soviétique fut transformée en une immense structure hiérarchique, où l'identité personnelle s'effaçait au profit d'une identité collective artificielle, modelée pour servir l'État et la cause communiste. Les réseaux de dénonciation et la méfiance généralisée entre voisins et collègues ont cristallisé un climat de tension sociale permanent, rendant la confiance quasi impossible. L'homme soviétique devait apprendre à vivre dans l'ombre, à naviguer entre vérité et mensonge, loyauté et survie. Va mettre en place un système agricole où les terres et les moyens de production sont mis en commun. C'est ce qu'on appelle les kolkhozes. Et là, à ce moment-là, en 1931, l'État collecte par exemple plus de 40% de la production de l'Ukraine, ce qui va alors ne laisser plus assez de ressources au pays pour pouvoir nourrir ses propres habitants. Anthropologiquement, l'étude de ces sociétés révèle l'ingénierie sociale radicale opérée par ces deux sociétés. Hitler a exploité les instincts collectifs et les récits mythologiques de la nation allemande, transformant le sentiment d'appartenance ethnique et historique en un instrument de contrôle. Les cérémonies publiques, les marches militaires, les symboles, les uniformes, tout participait à créer un rituel social qui remodelait l'individu à l'image de l'idéologie. Les notions de normalité et de valeur humaine étaient dictées par le groupe et la race, et l'individu se définissait principalement par son alignement. Staline, lui, a pris un chemin plus systématique et rationnel. La société devait être disciplinée, uniforme dans son action et pensée, non pas par glorification de la race et du mythe, mais par l'adhésion à une idéologie, par la peur diffuse et la surveillance méthodique. Chaque village, chaque usine, chaque école était un microsome du régime, et chaque interaction sociale pouvait être instrumentalisée pour renforcer le pouvoir central. Les deux hommes ont également redéfini la famille et les relations interpersonnelles. En Allemagne nazie, la famille était un relais d'endoctrinement. Les enfants étaient éduqués à l'école et dans les organisations de jeunesse pour devenir des soldats de l'idéologie. L'influence d'Adolf Hitler et de Joseph Staline dépasse largement la simple sphère politique. Elle s'étend jusqu'au cœur des relations humaines, aux structures des communautés et aux codes implicites de la vie quotidienne. Leur vie n'est pas exercée uniquement dans des lois et des décrets, mais par une transformation profonde et systémique de la manière dont les individus interagissent, perçoivent leurs environnements et évaluent leurs semblables. Les sociétés sous leurs emprises ont été remodelées selon une logique d'idéologie totale, où chaque comportement, chaque choix moral, chaque regard pouvait devenir le révélateur d'une loyauté ou d'une trahison. Les citoyens ne vivaient pas dans un simple cadre social, mais dans un champ de force invisible, orchestré par la peur, le contrôle et la propagande. Chez Hitler, ce n'était jamais séparé de l'idéologie. La société allemande des années 30 et 40 a été imprégnée d'une vision radicale et nationaliste, où l'appartenance ethnique et la conformité idéologique définissaient la valeur d'un individu. Les structures sociales traditionnelles, familles, quartiers, écoles, associations, ont été réévaluées selon leur utilité pour le Reich et pour le projet de purification et d'expansion. L'État nazi a exploité la psychologie de groupe à une échelle sans précédent. Chaque individu pouvait être transformé en vecteur de propagande. Chaque communauté pouvait devenir un instrument de contrôle social. La jeunesse notamment a été captée par des organisations comme les jeunesses hitlériennes, où la socialisation n'était plus un processus naturel, mais une formation idéologique visant à éloigner moralement et émotionnellement les jeunes sur les objectifs du parti. Les rapports sociaux autrefois médiés par la culture, la religion et le voisinage ont été remplacés par des relations hiérarchisées et nommées, où la loyauté au Führer surpassait toute autre considération. Les mécanismes de contrôle social étaient autant subtils que brutaux. D'une part, la surveillance s'exerçait dans les foyers, les écoles, les lieux de travail, les voisins pouvaient devenir des informateurs, et le non-respect des codes sociaux imposés par l'idéologie était sanctionné par l'humiliation publique, la détention ou la violence. D'autre part, l'État exploitait la dimension symbolique et culturelle des interactions humaines. Fêtes, cérémonies, défilés et rituels publics ont été transformés en instruments de socialisation idéologique. Le social devenait spectacle et la conformité n'était plus seulement attendue, elle était célébrée et ritualisée. L'individu n'était jamais isolé. Chaque comportement social était observé, jugé et intégré dans un système de valeurs conçu pour créer une cohésion par la peur et l'adhésion à l'idéologie.
Staline, de son côté, a adopté une approche différente mais tout aussi radicale. Là où Hitler structurait la société autour d'une idéologie raciale et d'un nationalisme expansif, Staline a remodelé la société soviétique autour de la peur systémique, de l'endoctrinement et de la loyauté absolue à l'État. Les villages, les usines, les écoles et même les familles ont été transformés en instruments du parti. La surveillance était totale. Les comités de quartier, les rapports d'ouvriers, les dénonciations de voisins et même les démocratisations des trop chers ont créé une société où la confiance était impossible et les interactions sociales naturelles étaient remplacées par des calculs de survie. Chaque individu devait peser ses paroles, ses gestes et anticiper l'effet social de ses actions dans un réseau de peur et de contrôle omniprésent. Socialement, Staline a utilisé la collectivisation et les campagnes agricoles forcées pour remodeler les communautés rurales. Les kolkhozes et les sovkhozes n'étaient pas seulement des structures économiques, ils étaient des laboratoires sociaux, des lieux où la solidarité traditionnelle, l'entraide et les liens familiaux étaient réinterprétés selon les nécessités de l'État. La famille, auparavant refuge et cadre de socialisation naturelle, est devenue un espace surveillé et soumis à la propagande de l'État. Les célébrations collectives, les discours et les cérémonies avaient pour but de créer une identité sociale unique. Citoyens soviétiques fidèles au parti avant tout, subordonnant l'individu au collectif. Mais les deux régimes ont en commun d'avoir transformé le social en outil de pouvoir et de contrôle. Mais leurs méthodes diffèrent. Hitler structure le social autour de la race, du spectacle et de la hiérarchie idéologique. Staline autour de la peur, de la discipline et de la loyauté au parti. L'impact sur les relations humaines est colossal dans les deux cas. La confiance devient rare et chaque interaction sociale prend un poids moral et politique qu'elle n'avait jamais eu auparavant. L'Ukraine, c'est le deuxième pays européen en termes de superficie. Pas au sein de l'Union européenne, mais sur le continent. Et cela fait maintenant 3 ans et demi que cette guerre a commencé. Quand on écoute Poutine, quand on s'intéresse à sa doctrine, on comprend qu'il veut restaurer l'ancienne Union soviétique en termes de territoire. Étatiquement, Hitler et Staline ont remodelé la notion même d'État, transformant les institutions, la bureaucratie et l'autorité centrale en instruments de contrôle total sur la société. Sous Hitler, l'État allemand est devenu une machine centralisée où chaque décision, chaque loi et chaque organisme servait à renforcer l'idéologie nazie. La bureaucratie a été utilisée non seulement pour administrer, mais pour surveiller et imposer la conformité idéologique. Les ministères, les services publics et même les associations professionnelles ont été restructurés pour fusionner administration et propagande, garantissant que l'État touche tous les aspects de la vie sociale et individuelle. L'État n'était plus un cadre neutre, mais un acteur actif dans la formation des comportements et des loyautés. Staline, quant à lui, a transformé l'Union soviétique en un État omniprésent, où le parti unique infiltre chaque institution, chaque organe de gouvernance et chaque communauté. Les ministères, les kolkhozes, les écoles et les lieux de travail sont devenus des prolongements du pouvoir central, permettant de surveiller et de réguler l'activité humaine avec une précision extrême. La bureaucratie stalinienne n'est pas seulement administrative, elle est idéologique et coercitive. Chaque fonctionnaire, chaque responsable local est un maillon d'un réseau, conçu pour garantir que l'État contrôle non seulement les structures, mais aussi les comportements de la pensée. La centralisation du pouvoir a rendu l'État capable d'imposer ses objectifs sur des millions de citoyens en utilisant les institutions pour légitimer la surveillance, la répression et la discipline. Dans les deux cas, l'État devient un organisme vivant, fusionnant administration, idéologie et coercition. Il ne se contente pas de régir les lois, il façonne la société, redéfinit la norme et agit comme un médiateur de toutes les relations humaines. Il devient le cadre principal à travers lequel les individus comprennent leur place dans le monde, orientent leurs décisions et évaluent leurs relations. La société entière est ainsi intégrée dans une logique étatique où chaque action, chaque choix et chaque interaction sociale est potentiellement influencée par le pouvoir central. Hitler et Staline montrent comment l'État peut dépasser sa fonction administrative pour devenir un outil de transformation sociale et humaine. Leur capacité à structurer la société, contrôler les institutions et diriger les comportements a laissé une empreinte durable sur la conception moderne de la gouvernance et du pouvoir. La nation, c'est avant tout une communauté déterminée d'individus. L'actuelle nation italienne a été formée de Romains, de Germains ou encore de Grecs et d'Arabes. L'actuelle nation française s'est constituée de Gaulois, de Romains et de Bretons. Ainsi, la nation n'est pas une communauté de races ni de tribus, mais une communauté d'hommes historiquement constitués. Les structures étatiques deviennent les bras matériels et symboliques du pouvoir, imposant uniformité, discipline et conformité. La légitimité d'État est renforcée par sa capacité à pénétrer dans tous les aspects de la vie quotidienne, transformant l'autorité en une force tangible qui organise et contrôle
rencontrant le social à grande échelle. Cette transformation révèle l'importance de l'État comme instrument de formation de la société. La centralisation, la bureaucratisation et l'idéologisation permettent de récalibrer les interactions humaines selon les critères de loyauté et de conformité. L'État n'est plus un simple régulateur de règles et de services. Ils sont des systèmes organisateurs de la vie humaine, redéfinissant l'équilibre entre autorité, surveillance et interaction sociale et laissant un modèle historique de l'État totalitaire que l'humanité continue d'étudier et de comprendre. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour me retrouver pour la partie 2 la semaine prochaine.